Michel Mayor en tremble encore. C'est complètement anormal. Une planète de la masse de Jupiter qui tourne tout près de son étoile de Caillou. Les scénarios de formation des grandes planètes ne permettaient pas de comprendre un tel objet. Et on a dû revoir la théorie de manière fondamentale pour expliquer comment cette planète qui est obligatoirement née à une grande distance, eh bien, elle a évolué ou se rapprochant de l'étoile. Actuellement, maintenant, toute la théorie de la formation des systèmes planétaires doit inclure ce phénomène. Une surprise dès la première trouvaille. Et la suite sera à la hauteur. Plus de 400 planètes ont été découvertes en 15 ans, toutes plus surprenantes les unes que les autres. L'immense majorité des planètes qui ont été découvertes un jour sont nos proches voisins. C'est des planètes qui se trouvent à quelques dizaines, éventuellement 100 années-lumière. Il y a des distances considérables. Mais il y a une expérience qui a été faite pour chercher des planètes très loin. En gros, on a regardé pendant des mois, en prenant des photos successives très lourdes, des régions centrales de la galaxie. C'est l'expérience Hubble, OGL. Approchons-nous de cette petite planète qui, a priori, n'a rien d'extraordinaire. Hubble 05390. Nous glissons à la surface de son sol gelé, mais nous allons savoir une surprise. Probablement une planète aussi, plutôt glacée, elle est très loin de son étoile, très froide, comme ça. Mais au plus, malheureusement, il n'y a pas de vie sur une telle planète. Mais par contre, il va y avoir un ciel absolument super. Pourquoi? Parce que dans les régions centrales de la galaxie, la densité d'étoiles est beaucoup plus grande, peut-être 1 million de fois voire plus grande que dans notre voisinage. Donc, imaginons le ciel que l'on doit avoir vu depuis une telle planète, une myriade d'étoiles, 100 fois, 1000 fois plus dense sur le ciel que ce qu'on a sur Terre. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Alors, bien sûr, ce que cherchent les astronomes, c'est une nouvelle Terre. Mais où donc la trouver? On aimerait une petite planète, un peu comme la Terre, et qui soit justement à la bonne distance pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et Gliese 581d est la première petite planète qui se trouve dans cette situation. C'est pas vraiment encore du tout une planète comme la Terre. Elle fait 7 fois la masse de la Terre. C'est un petit peu trop lourd, hein, comme ça, mais elle est dans la zone habitable de son étoile. Michel Mayor émet aujourd'hui une hypothèse très personnelle sur Gliese 581d. Une planète océan. Pour Michel Mayor, ce serait à l'origine une planète glacée qui aurait migré et fondu tout près de son étoile. Et le résultat, c'est un immense océan. Rien à voir avec l'océan extrêmement fin comme on connaît sur Terre, mais réellement un océan peut-être de 100 km de profondeur. À présent, voici un objet incroyable, PSR 1257+12, qui a une fantastique histoire. Cette petite planète qui orbite autour d'un pulsar, un cadavre d'étoile qui tourbillonne en émettant un jet très intense de rayons X et ultraviolents. Elle fut détectée par hasard en 1990 par un astronome polonais, 5 ans avant la découverte officielle de Michel Mayor. Mais à cette époque, les astronomes n'étaient pas certains qu'il pouvait s'agir d'une véritable planète. Bien alors, c'était la première exoplanète jamais découverte. L'équipe de Corot, elle, vient de trouver la plus petite planète connue à ce jour. Corot 7b, à peine plus grosse que la Terre. Elle tourne en moins de 24 heures autour de son étoile. C'est-à-dire que pour Corot 7b, si elle avait des habitants, l'année durerait moins d'un jour. Ça ressemble à l'histoire du Petit Prince. Alors du coup, puisqu'elle tourne en moins d'un jour, elle est très proche de son étoile. Elle est très proche du feu. Donc il lui fait très chaud. Mais comme elle regarde toujours le même côté, l'étoile, comme la Lune regarde toujours le même côté de la Terre, eh bien d'un côté elle est très chaude, et de l'autre
l'autre, elle est probablement très froide. Donc, si on doit passer d'un côté à l'autre, il faut passer de son maillot de bain à sa combinaison de ski. En 15 ans, l'univers a radicalement changé de visage, car il regorge de planètes. Pour vous en convaincre, nous sommes allés sur le campus de l'université de Berkeley, où nous avons rencontré le plus célèbre astronome américain, Geoffrey Marcy. Avec Michel Mayor, il fut l'un des pionniers de la découverte des exoplanètes. Et devant nous, à la cafétéria, il s'est livré à un petit calcul. Alors suivez très attentivement. Cela en vaut la peine. Nous pouvons évaluer le nombre de planètes semblables à la Terre dans l'univers entier. C'est très simple à calculer. Nous savons qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et 15% environ de ces étoiles font des planètes. Alors calculons. Cela fait 30 milliards de planètes dans notre galaxie. Et maintenant, voyons combien d'entre elles ressemblent à la Terre. Probablement 50% de ces planètes. 50% de 30 milliards, cela donne 15 milliards de planètes semblables à notre Terre. Et cela dans notre seule galaxie. Si nous calculons maintenant combien cela fait pour l'univers tout entier, cela donne quelque chose comme 100 milliards de galaxies multipliées par 15 milliards de terres. Au total, 15 billion Earths within each of 100 billion galaxies. Now you see, when you multiply them, you get 1, 5, 0, 0, 0 et plein de zéros. 24 zéros. Un nombre phénoménal de planètes habitables dans notre univers. habitable planets within our universe. On dépasse ici le domaine de l'astronomie. Nous sommes en train de vivre une immense révolution philosophique qui change de fond en comble la conscience de l'homme avec sa place dans l'univers. À présent, prenons le temps de contempler notre Terre. Des jungle épaisses, des chutes d'eau, des lacs, des océans. Ces paysages ne semblent pas fréquents dans l'univers. Jusqu'ici, la plupart du monde lointain détecté par les astronomes sont sans doute des déserts gelés ou brûlants, donc stériles. Mais la Terre, elle, regorge de vie. Dans la savane, dans les forêts, au fond des gouffres océaniques, dans des grottes profondes et dans ces mégalopoles sillonnées par des millions d'êtres intelligents ou supposés tels. Comment expliquer cette exception? Personnellement, je vis très à l'aise avec l'idée que la vie est un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers. Quand les conditions sont réunies, eh bien la vie doit se développer. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme, ça ne veut pas dire que c'est une vie identique à l'autre. Le plus probable, c'est aussi des unicellulaires. C'est probablement la forme la plus généralisée qui peut exister. Personnellement, je suis prêt à parier pour dans un siècle qu'on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers. Sachez-le, l'optimisme de Michel Mayor n'est pas qu'une conviction. Il est confirmé par des recherches très concrètes menées dans les laboratoires du monde entier. Nous sommes ici dans des locaux liés à la Société française d'exobiologie. Ce ne sont pas des amateurs de science-fiction, mais des biologistes, des chimistes, des astrophysiciens, qui
travaille expérimentalement sur les formes que la vie pourrait revêtir sur d'autres planètes que la Terre. Dans ce laboratoire, les exobiologistes ont reconstitué l'atmosphère de Titan, la grosse lune de Saturne. Le mélange, dans les couverts que voici, est composé d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Puis, il est plongé dans de l'azote liquide à moins 170 degrés, température qui règne sur Titan. Enfin, on fait circuler entre deux électrodes un courant électrique qui simule le rayonnement ultraviolet du Soleil. On laisse reposer quelques jours et voyez le résultat. Ces composés noirâtres qui combinent du carbone et de l'hydrogène. Ce sont les composés organiques, les briques à la base de la vie. En 1953, un jeune biologiste américain, Stanley Miller, avait réussi une expérience semblable en reconstituant ce qu'il croyait être l'atmosphère de la Terre primitive. Méthane, ammoniac, hydrogène, vapeur d'eau. Et lui aussi avait obtenu des composés organiques. Pour le grand public, ce résultat sonna comme un coup de tonnerre. Le grand public ne se rendait pas compte que c'était aussi facile d'obtenir des composés d'intérêt biologique dans des conditions expérimentales assez simples, finalement. Et cette facilité a été une énorme surprise. Une énorme surprise parmi le grand public, et puis une énorme surprise parmi certains scientifiques qui ne pensaient pas qu'en une durée aussi brève, on pouvait fabriquer des éléments constitutifs de la vie. Mais n'allons pas trop vite. C'est une chose d'avoir des briques, encore faut-il construire la maison. Depuis plus d'un demi-siècle, nous savons que les plans de l'édifice sont consignés dans cette longue molécule qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. On ne la trouve pas, hélas, au fond des éprouvettes. Dans les expériences biologiques, bien évidemment, on ne fabrique pas de bactéries, de micro-organismes, on ne fabrique pas non plus d'acide nucléique, ni même de protéines. Ce que l'on fabrique, ce sont les briques de ces molécules géantes. Les acides aminés sont les éléments constitutifs, les briques, des protéines. On fabrique aussi des petits morceaux des acides nucléiques, mais uniquement des petits morceaux, des toutes petites briques. Maintenant, pour passer de ces petits morceaux à la macromolécule, c'est un peu pour passer justement de la brique ou de quelques pierres jusqu'à la cathédrale. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut faire un grand voyage. Il y a 4 milliards d'années, dans cet enfer, la Terre primitive. Des puits d'astéroïdes, des volcans crachant leur lave, un océan bouillant, une atmosphère irrespirable, 100 000 fois plus riche que la nôtre en dioxyde de carbone. En 2008, dans un film d'animation au style volontairement naïf, des chercheurs du CNRS se sont amusés à populariser ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur les tout premiers temps de la vie. Et ils ont choisi de nous conter les aventures d'une petite molécule d'eau, picoline. Arrivée sur Terre, à bord d'une comète, Picolina va assister à la naissance de la vie dans les océans primitifs. Tout d'abord, elle voit passer des molécules isolées et simples, comme le méthane ou le dioxyde de carbone. Puis des molécules plus complexes, comme les acides aminés, les fameuses briques de Stanley Miller. Mais un jour, Picolina fait une rencontre étonnante. Un jour, je suis tombée nez à nez avec une sorte d'énorme serpent moléculaire, un polymère. Des dizaines de molécules s'étaient accrochées à la queue leu-leu. Quelle
drôle d'idée. J'en croisais d'autres, de plus en plus, qui semblaient sortir d'une fissure au fond de la mare où j'étais tombée. J'ai voulu en avoir le cœur net. Je me suis approchée. Et là, quel spectacle! Des molécules de la même famille, accrochées sur des cristaux d'argile, se rangeaient les unes à côté des autres. En fait, ce petit voyage qu'il nous raconte, ça montre la complexification de la matière. On part de petites molécules avec du carbone. La plupart ont des atomes de carbone dans leur structure. Et ces molécules ont la propriété de se complexifier, de réagir les unes sur les autres, de devenir de plus en plus grosses. Ça grossit, ça devient des molécules géantes, ce que les chimistes appellent des macromolécules. Et parmi ces macromolécules, certaines vont avoir la propriété de se répliquer, de faire des copies d'elles-mêmes. Et lorsque ces premières molécules géantes capables de se répliquer sont arrivées, eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire que ces macromolécules qui font des copies d'elles-mêmes, eh bien, c'est le premier système vivant. Et c'est comme ça, peut-être, que la vie a commencé sur d'autres planètes, tournant autour d'autres étoiles. Pour allumer la mèche, quelques conditions simples suffisent. Si on tient compte de ce qui s'est passé sur Terre, qui reste la référence dans ce domaine, eh bien, il semble qu'il y ait trois éléments indispensables, qui sont la matière carbonée, l'eau liquide et des sources d'énergie. Et en fait, quand on va aller chercher la vie ailleurs, dans le système solaire pour commencer, on va s'intéresser à des environnements où ces trois conditions, ces trois ingrédients sont présents. Si ces trois conditions sont présentes, alors tout est possible. Sur notre planète même, on peut alors trouver la vie dans les milieux les plus extrêmes. Par exemple, on découvre une vie dans des fonds sous-marins à très forte pression, et là, on a des systèmes vivants qu'on appelle des barophiles, parce que barophiles comme forte pression, qui aiment les fortes pressions, dans des lacs où les sels sont très concentrés, la mer Morte par exemple, la concentration de sel est à son maximum, on a découvert, et on ne s'y attendait pas au départ, on a découvert aussi plein d'organismes, ce qu'on appelle des halophiles. Il y a des organismes, ceux-là sont les plus extraordinaires, sont les hyperthermophiles, qui aiment les très hautes températures. Et le record dans le domaine, pour l'instant, c'est 121 degrés. Arrêtons-nous là. Nous connaissons maintenant les règles du jeu de la vie. Et nous voyons sur notre Terre seule tout l'éventail des possibilités. Or, sur des mondes lointains, cet éventail peut encore s'élargir jusqu'à concurrencer les créations les plus folles de la science-fiction. Voici le Space Needle de Seattle, dans l'État de Washington, le point de repère le plus représentatif de la vie. À l'Université de Washington, nous découvrons un étonnant laboratoire, le Virtual Planet Laboratory. Ici, les exobiologistes modélisent des mondes virtuels qui aideront les astronomes à mieux comprendre ce qu'ils découvrent dans leur télescope. Et récemment, ils se sont posé une question toute simple. Quelle pourrait être la couleur de la végétation sur des mondes orbitant autour du Soleil lointain? Verte? Eh bien, pas forcément. Sur notre planète, le feuillage est vert, car le vert est la couleur que les plantes réfléchissent. Sur une planète qui graviterait autour d'une étoile très chaude, qui diffuserait la lumière très bleue, c'est le bleu qui serait réfléchi par les plantes, à l'œil nu comme au télescope. Ici, sur l'écran, nous avons du noir.
Le noir absorbe toutes les couleurs. Sur une planète à côté d'une étoile froide, la végétation absorberait toute la lumière disponible. Elle ne réfléchirait rien. Le noir dominerait l'ensemble du paysage. On aurait donc des planètes sombres avec des jungles noirs. Ces simulations peuvent être étendues à des formes de vie adaptées à des conditions très différentes des nôtres. Par exemple, une planète géante où la gravité serait bien plus importante que sur la Terre. Une planète à forte gravité retiendrait davantage son atmosphère. Au contraire, une planète comme la Terre a perdu son hydrogène, ce qui lui a permis de former la couche d'ozone. Sur une planète à forte gravité, nous n'aurions pas d'ozone. Cela obligerait les plantes ou les organismes à trouver le moyen de se protéger du rayonnement ultraviolet. Une façon d'y parvenir, c'est de vivre au fond des océans. Ou alors, pour s'adapter à une forte gravité, la vie formerait des communautés agglomérées comme ces organismes fossiles qu'on appelle les stromatolites. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la vie intelligente. Sur quelle planète aurions-nous une chance de la découvrir? Et nous avons une assez bonne idée de ce à quoi ressemblerait une planète possédant une vie intelligente. Il suffit de regarder la Terre, et nous espérons découvrir une Terre dans la décennie qui vient. Ce sera la plus importante découverte scientifique des prochaines années. Et ce que nous espérons trouver, ce sont des formes de vie. Selon un autre exobiologiste, Michel Bizot, ce genre d'exercice trouve vite ses limites. Il suffit d'imaginer l'expérience inverse. Imaginons des extraterrestres qui ont observé la Terre, ils ont vu qu'il y avait des terres émergées, de la mer, des plantes, de l'air, ils vont imaginer des formes de vie. Une forme de vie adaptée à ces conditions dans leur logique. Quand ils vont arriver, si par hasard ils arrivent, ils vont trouver un foisonnement complet de la vie avec des plantes, des animaux, des bactéries, ils vont trouver des éléphants, des girafes, des mouches, des oiseaux, des formes de vie extrêmement différentes qui partagent en fait le même biotope, la même petite unité. Et donc on s'aperçoit qu'il est quand même un peu vain de vouloir supposer la forme que prendra la vie simplement à partir des données physiques et chimiques que l'on peut observer sur la planète considérée. Donc si un jour on a la chance de trouver une vie extraterrestre, si on a la chance de pouvoir la rencontrer, d'abord elle ne sera pas unique, et dans tous les cas on sera surpris. Alors la vie, oui, sans doute, mais l'intelligence. En 1961, un radioastronome célèbre, Frank Drake, a proposé une équation pour tenter d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Et voici ce que ça donne. Comme il ne se fait pas, c'est une équation très simple, combinant le nombre de planètes où la vie est apparue, le nombre de planètes où elle a évolué vers l'intelligence, le nombre de civilisations capables de communiquer. Pour les pessimistes, le résultat se ramène seulement à 1. Une seule civilisation, la nôtre. Mais pour les optimistes, il y en aurait plusieurs milliers. La tendance optimiste, on la trouve aujourd'hui dans la belle ville d'Edinburgh, en Écosse. Dans la bibliothèque de l'Observatoire Royal, nous avons rencontré un jeune chercheur, Duncan Fordham, qui a surpris son monde en estimant le nombre probable de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Pour réaliser ces calculs, Duncan Fordham a pu avoir accès au supercalculateur de l'université, qui a travaillé pendant une dizaine de jours, soit un peu plus de 200 heures, sur 3 scénarios possibles. Dans le premier scénario,
Nous sommes partis de l'hypothèse que la vie apparaît avec beaucoup de difficultés sur une planète et qu'elle ne parvient pas aisément à évoluer vers l'intelligence. Dans cette hypothèse, le modèle informatique donne un résultat de 361 planètes dotées d'une vie intelligente dans une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Le second scénario est plus optimiste et estime que la vie apparaît plus facilement que dans le premier scénario. Mais les civilisations produites par ces formes de vie sont régulées par un principe sociologique élémentaire. Plus une civilisation met de temps à évoluer vers un état avancé de stabilité, plus elle est exposée au risque de l'autodestruction sous les coups de ses propres technologies. Dans ce scénario, nous arrivons à un total de 31 513 civilisations intelligentes pour une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Le dernier scénario repose sur une dissémination de la vie dans la galaxie par les comètes et les astéroïdes. Résultat, 37 964 formes de vie intelligentes. Évidemment, la question est où sont-ils? Le problème réside apparemment dans le fait que si deux civilisations peuvent exister dans l'espace, elles n'existent pas forcément au même moment dans le temps. Or, il faut que ces deux critères soient réunis pour espérer un contact entre ces deux civilisations. Admettons pourtant que quelques-unes de ces civilisations vivent à la même époque que nous. À quoi pourrait-elle alors ressembler? En 1964, l'astronome russe Nikolai Kardashev a proposé de les classer en fonction de leur consommation d'énergie. D'abord, il y a les civilisations de type 1. Elles survivent en exploitant toute l'énergie de leur planète. Mais nous en sommes encore très loin. Il nous faudra attendre sans doute plusieurs siècles pour devenir une véritable civilisation de type 1. Les civilisations de type 2 sont beaucoup plus avancées, mais beaucoup plus rares. Elles exploitent toute l'énergie de leur étoile. Et voici comment on pourrait les imaginer. Un gigantesque ensemble d'anneaux d'1 milliard de kilomètres de diamètre, édifié autour d'un soleil étranger, mais comparable au monde. Ce fantastique anneau permet à la super-civilisation de collecter toute l'énergie de son étoile. Environ 100 000 milliards de kilowatts pour une étoile identique à notre Soleil. À l'intérieur de ces structures vivent des millions de peuples dans des habitats façonnés à leur gré. Bien sûr, les civilisations de type 2 ont des millions d'années d'avance sur la nôtre. Elles maîtrisent sans doute le voyage interstellaire et des technologies dont nous n'avons pas la moindre idée. Enfin, il y a les civilisations de type 3. Elles exploitent toute l'énergie de leur galaxie. Elles auraient 1 ou plusieurs milliards d'années d'avance sur nous. Oui, mais encore une fois, où sont-ils? Normalement, de telles civilisations devraient émettre des signaux radio que nous pourrions capter grâce à nos radiotélescopes. C'est le but du célèbre projet SETI, littéralement recherche d'une intelligence extraterrestre. Le problème, c'est que pour l'instant, le ciel reste levé. Nous voici à San Francisco. Nous prenons immédiatement la direction du sud vers la petite ville de Mountain View, qui abrite le quartier général de l'association SETI. Ici, inlassablement, on scrute le ciel en quête d'un signal radio, un signal intelligent, émis par une civilisation extraterrestre. Oui, mais 50 ans ont passé et toujours rien. Comment comprendre ce silence? Ma mère me demande souvent si j'ai vraiment choisi le bon métier. Ma réponse est oui, évidemment, car si on n'a encore rien trouvé, nos techniques progressent. Elles doublent de rythme tous les 18 mois environ. Et donc,
Quoi qu'il arrive, cela représentera dans 2 ans une saisie de données plus importante que celle collectée dans les 50 dernières années. C'est cela qui me pousse à poursuivre. Je suis persuadé que les 20 ans qui viennent nous apporteront beaucoup. Monsieur Shostak, j'ai une surprise pour vous. Un message capté par le radiotélescope de Nancy. Pour une surprise, c'en était une. Ce message avait été reçu quelques jours auparavant par le radiotélescope de Nancy en Sologne. Principalement destiné à l'exploration du ciel, ce puissant radiotélescope sert aussi, marginalement, à capter d'éventuels signaux radio intelligents. Et voici d'abord ce qui a attiré l'attention des chercheurs. Ça, c'est le spectre des ondes radio qu'on reçoit avec le radiotélescope de Nancy. Et là, ce pic représente le signal intelligent que l'on peut attendre d'une civilisation extraterrestre. Il est extrêmement fin. Là, on doit varier, disparaître. C'est la présence et l'absence de ce signal qui peut indiquer un codage. En l'occurrence, le voici revenu. On peut imaginer que c'est un signal binaire, une suite de 0, de 1, et qu'il faut ensuite décoder. Voici le message transcrit en binaire. Une suite de 0 et de 1, mais qui obéit à une logique cachée. Si on compte les chiffres, on en trouve 583, et 583, on sait que c'est 11 fois 53. Donc on a rangé ces chiffres, et voilà ce qu'on obtient. 53 lignes et 11 colonnes, et on obtient comme un petit dessin. Pour comprendre la suite, il faut revenir 36 ans en arrière. En 1974, avec le puissant radiotélescope Arecibo, installé à Porto Rico, les astronomes avaient envoyé vers l'espace ce salut aux étoiles contenant des informations sur nous autres terriens. Les nombres de 1 à 10, les numéros atomiques de quelques atomes, et même un croquis de l'être humain et sa taille, et puis d'autres précisions du même genre. Et à présent, on pourrait supposer que ce message a été capté par des êtres intelligents qui nous l'ont renvoyé un peu modifié. Donc là, on retrouve ce qu'on envoyait à Arecibo, c'est-à-dire que là, on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc peut-être que c'est envoyé par quelqu'un qui compte en la 6, et par exemple qui est Arecibo. Là, on a comme une étoile peut-être, et des planètes autour. Donc là, on compte 6 planètes, et on remarque que la 4e est un peu décalée, donc ils habitent certainement sur la 4e planète. Donc voilà à quoi ils pourraient ressembler. Et là, on a certainement le radiotélescope qui leur a permis soit de recevoir, soit d'envoyer ce message. À partir de là, que faisons-nous? Comment annoncer la nouvelle au monde? L'association SETI, qui a réfléchi depuis longtemps à cette question, a mis au point un protocole très précis. On pense généralement que la première personne qui devrait être informée de la réception de tes messages devrait être le président de la République française. Et si c'était les Américains qui captaient un tel message, ils devraient informer leur président. Mais pour le protocole SETI, les messages extraterrestres ne sont nullement destinés à un pays particulier. Ils sont adressés à la Terre en tant que telle.